Allô, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une vidéo qui touche beaucoup de mes coachés. Donc, beaucoup de jardinières de pensée. J'ai quelques jardiniers aussi, mais parce que la grande majorité, c'est des femmes, je vais au féminin, jardinière de pensée. Tu sais peut-être, ou peut-être tu le sais pas, moi je le savais pas il y a un an, on a 5 traits de personnalité. Tout le monde, partout sur la planète, là, ça a été étudié de manière scientifique, prouvé, testé encore, reprouvé. On a tous 5 traits de personnalité. C'est comme des continuums. Tu as deux extrêmes. On y va avec l'acronyme OCEAN. O pour ouverture à l'expérience, ouverture d'esprit, ou fermeture. Fait qu'on est tous là-dessus, on se situe à quelque part, soit dans la moyenne, donc la courbe va être comme ça, la moyenne est dans le milieu, donc on peut se situer aux deux extrêmes, ce qui est jamais bon, qui peut causer des problèmes, et dans la moyenne des gens aussi. Ensuite, donc, l'ouverture, c'est pour conscienciosité. Ça, c'est être capable d'être structuré, planifié, organisé, mener à terme nos projets. Et le contraire, l'autre extrême, c'est être désorganisé. Ensuite, extraversion pour océan, extraversion ou introversion. C'est la capacité de s'affirmer, de prendre sa place. On va chercher notre énergie en étant avec les autres quand on est extraverti. Et comme moi, je suis plus entre la moyenne et l'introversion, je suis plus ma tendance est vers l'introversion, mais dans les dernières années, j'ai développé des compétences qui m'ont amené à être un peu plus extravertie quand j'en ai besoin. Mais ma tendance naturelle est l'introversion. Et l'extraversion, c'est ça, c'est être capable de s'affirmer, alors que l'introversion, si on garde tout en dedans, souvent on est solitaire, on a besoin de se ressourcer en étant seul dans des endroits calmes. Ensuite, tu as l'agréabilité. Donc, un extrême, c'est l'hyperagréabilité. C'est ce que j'ai expliqué au début, vouloir faire consensus, plaire à tout le monde, répondre aux besoins de tout le monde. Et l'autre bout du spectre, c'est être désagréable. Penser à soi, tout le temps à soi, être un peu égoïste, égocentrique, ne pas être poli. Donc, voilà l'autre extrême. Et ensuite, le neuroticisme, qui est la propension à vivre des émotions désagréables. Donc, les personnes plus anxieuses, déprimées, colériques. Et l'autre bout du spectre, c'est la stabilité émotionnelle. Alors, le sujet plus précis, le message de cette vidéo, s'adresse aux gens qui sont hyper agréables, donc aussi ce qui est corrélé aussi à l'hypersensibilité. Quand on dit qu'on est hypersensible, c'est souvent être hyper agréable. Et qui ont de la difficulté à mettre leurs limites. Ce qui a comme conséquence, comme j'ai expliqué, de se négliger et de faire passer les valeurs, les besoins, les règles des autres en premier lieu. Lorsque notre agréabilité elle est haute, lorsque notre extraversion est basse, lorsque le neuroticisme est haut, cette recette-là amène beaucoup de difficultés aux gens à s'affirmer, à se respecter et se faire respecter. Donc, ça se travaille. Les traits de personnalité, c'est des tendances générales de notre personnalité, de notre tempérament. En fait, avant 20 ans, on parle de tempérament. C'est un peu comme la pâte à modeler. On était encore capable de la travailler pour qu'elle soit équilibrée. À partir de 20 ans, on parle plus de trait de personnalité qui est plus immuable, ça se dit-tu, qui se bouge moins bien. Mais on est capable d'aller travailler des compétences, d'aller chercher des capacités, des stratégies pour pallier à notre personnalité lorsque ça cause des difficultés. Alors, si je peux me référer à un cas particulier où une personne dans un couple, par exemple, a beaucoup de difficulté à faire respecter ses limites, ou est-ce que l'autre
le conjoint ou la conjointe prend beaucoup de place, prend beaucoup le contrôle, un gros ego, c'est jamais de sa faute, c'est tout le temps la faute du conjoint qui n'est pas capable de s'affirmer, peut-être manipulateur, il peut y avoir plein de facteurs qui fait qu'une personne a beaucoup de difficultés à s'affirmer. Alors, j'aimerais adresser ces quelques causes-là, qui peut y en avoir d'autres aussi. Ça se peut que je me trompe, j'ai pas la science infuse, je connais pas tout, mais avec l'expérience, les connaissances et les compétences que j'ai acquises les dernières années à travers le coaching, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc, il y a l'hyperagréabilité. Ces gens-là ont beaucoup de difficultés à mettre leurs limites parce qu'ils ont soit peur de déplaire, peur de déranger, et ils ne sont pas capables ou ils ne veulent pas tolérer ou ils n'acceptent pas l'inconfort qui vient avec le fait de déplaire et de prendre sa place et de mettre son poing sur la table, dire là c'est assez. C'est important que lorsqu'on met des limites, on sache pourquoi on les met. C'est qu'il y a quelque chose à protéger. Si on n'a rien à protéger, ben on va aller avec ce que les gens demandent, avec ce que les gens souhaitent, ce que les gens nous imposent. Mais si on a quelque chose à protéger, nos valeurs, nos besoins, nos règles personnelles, nos projets de vie, nos rêves, nos désirs, c'est important de les nommer. Parce que lorsqu'on se respecte et qu'on fait respecter tout ce que je viens de nommer, inconsciemment, on vient dire à notre estime, ben, j'ai de l'importance. C'est important pour moi et me faire respecter et me respecter fait que je me prends ma place et je suis au même niveau que tout le monde. C'est pas plus haut que tout le monde, au même niveau. Alors qu'avant, quand on ne s'affirme pas, quand on ne prend pas sa place, bien, on se met dans une posture de victime ou d'infériorité. On se voit moins important. Fait que le but de s'affirmer, de se respecter, c'est de se mettre au même niveau que tout le monde. Et pour être capable de mettre ses limites, on doit nécessairement avoir de la colère en nous. Puis pas de la colère, de crier, puis de frapper, puis de lancer la vaisselle sur les murs. C'est ce petit feu-là à l'intérieur qui brûle. C'est sain d'avoir de la colère parce que justement, ça vient indiquer que nos valeurs, nos besoins, nos règles personnelles ne sont pas respectées. Et lorsqu'on refoule, on nie la présence de cette colère-là, soit parce qu'on a été éduqué que c'était pas une bonne chose d'avoir de la colère, que c'était un problème en soi d'avoir de la colère, bien, on ne comprendra pas le message qu'il y a derrière ce petit feu intérieur-là. Puis de la colère, tout comme les émotions, en anglais c'est emotion, energy for motion, c'est de l'énergie pour passer à l'action. Donc toutes les émotions qu'on peut vivre, comme la colère, c'est de l'énergie à l'intérieur de nous pour qu'on passe à l'action. Puis si on la renie, on la refoule, bien c'est comme si on fait tch à cette émotion-là, puis on ne s'en libère pas. On l'accumule, puis à un moment donné, on explose ou on implose. J'ai déjà vu à la télévision America dire, j'ai regardé les nouvelles, lui dire d'un ton très calme, puis je me souviens plus c'était quoi le sujet, mais il dit « Je suis en colère ». Et oui, on peut être très calme et sentir ce feu-là à l'intérieur, puis il est important ce feu-là pour être capable de mettre nos limites, pour être capable de se respecter et de se faire respecter. Et c'est très important aussi que lorsque l'on affirme qu'on a des limites, ça ne passe pas comme une « ben je te demande de respecter mes limites ». Il ne faut pas que ça soit une demande, il faut que ça soit clair, précis, une affirmation, il faut être solide et il faut que ce feu-là paraisse dans nos yeux, dans notre ton de voix, tout en restant calme. Par exemple, je n'accepte plus que tu me parles sur ce ton. C'est poli, c'est respectueux de l'autre, mais c'est clair. Puis on sent qu'on niaise pas.
prévoir les conséquences. Si la prochaine fois, la personne ne respecte pas, ben de mettre en œuvre ces conséquences-là pour montrer notre sérieux. Parce que si on ne met pas les conséquences, un peu comme quand on élève des enfants, ils vont comprendre qu'on n'est pas sérieux. Les gens ont tendance à ne pas... La grande majorité des gens, puis encore là, je me réfère à Guillaume de Duluth, c'est pas moi qui invente ça, mais il vient dire dans une vidéo que la grande majorité des gens ne vont pas d'emblée respecter les besoins des autres. Ils vont prendre, on est comme ça dans la nature humaine. C'est rare les personnes qui vont d'emblée respecter les limites des autres, fort probablement les hyper agréables, dont je suis, mais que j'ai travaillé à être qu'agréable dans le milieu pour être capable de respecter, de faire respecter mes limites. Mais avant, j'étais hyper agréable. Alors, il y a ce volet-là de notre trait de personnalité. Donc, si on a beaucoup d'agréabilité en soi, si on a un neuroticisme qui est fort, la propension aux émotions négatives, si notre extraversion est faible, donc on est plus vers l'introversion, c'est une des raisons pourquoi on peut avoir de la difficulté à mettre nos limites. On peut aussi avoir affaire à quelqu'un qui est manipulateur ou un pervers narcissique. Là, il y a deux choses. Pervers narcissique, il faut fuir. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ce type de personne-là. C'est un gros ego. Ça peut être même... Le pervers narcissique peut être un trouble de personnalité, tandis que le narcissisme, il y a un différent niveau. Ce n'est pas nécessairement un trouble. Tout comme le manipulateur, ce n'est pas nécessairement un type de personnalité, mais ça peut être des stratégies pour obtenir ce que la personne veut. Puis, encore une fois, Guillaume, il dit, on est un peu tous manipulateurs d'une certaine façon. Mais ça ne veut pas dire que c'est négatif en soi. Tant que l'objet de la manipulation, mais là, on va plus parler d'influence. Si on veut influencer l'autre à aller vers une direction, mais que cette direction-là étant bonne pour elle que pour la personne qui influence, c'est pas un problème. Il faut que ça soit bon pour les deux, influencer ou manipuler quelqu'un vers une direction. Mais la manipulation, lorsqu'elle est malsaine, elle est mal intentionnée, c'est que c'est juste bon pour la personne qui manipule. Donc, si on a affaire à un manipulateur, il faut développer ses talents de communicateur pour apprendre à négocier, pour faire respecter ses limites. Ils vont dire, OK, toi, tes besoins sont ça, moi, sont ça. Comment on peut faire pour trouver un terrain d'entente pour que les deux, on soit satisfaits? Mais si la communication, on n'a pas travaillé nos stratégies de communication, être capable de s'affirmer, de décoder si l'autre, elle est apte à accueillir ou à nous entendre ou elle ne l'est pas, est en go ou no-go. No-go, c'est qu'elle n'est pas apte à accueillir ou à entendre ce qu'on a à dire, puis en go, elle est apte à le faire. Donc, si on n'est pas capable de détecter dans son non-verbal, dans ses comportements, dans quel état qu'elle est, mais c'est sûr que c'est difficile de faire passer notre message. On peut avoir affaire seulement à quelqu'un qui est très rigide. Donc là, c'est le trait de personnalité ouverture d'esprit ou fermeture. Donc, si la personne sa personnalité, elle est fermée, si elle ne reconnaît pas qu'elle n'a pas d'ouverture d'esprit, si elle n'est pas ouverte à négocier, c'est ça qui est ça, c'est sûr que ça va être très, très dur de rester dans une relation si on ne voit pas pareil, si on n'est pas pareil. Si les deux sont rigides, mais qui ont les mêmes valeurs, les mêmes besoins, les mêmes objectifs, ça ne sera pas un problème. Mais si, admettons, dans l'éducation des enfants, on ne voit pas pareil, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes expériences, les mêmes objectifs pour l'éducation des enfants, et qu'il y en a un qui est très rigide, ça va être très difficile de rester dans une relation qui est saine. Ensuite, il y a l'ego. Qui a un lien avec la manipulation, parce que souvent, les gens qui ont un gros ego veulent avoir le contrôle sur tout. Mais derrière ce besoin de contrôle-là, on peut retrouver, entre autres,
une difficulté de s'adapter aux situations qui génèrent pour elles de l'anxiété. Donc, pour éviter toute situation qui génère de l'anxiété, elles vont vouloir avoir le contrôle. Je fais une parenthèse, les 5 causes qui génèrent de l'anxiété, c'est l'évitement de toute situation ou émotion désagréable, la perte de contrôle, la nouveauté, l'imprévisibilité et la menace à l'ego. Fermeture de la parenthèse. Donc, si on a quelqu'un à faire dans le couple, dans la famille, notre ami, quelqu'un qui a un fort ego, souvent aussi, ça vient compenser pour une faible estime de soi. Donc, c'est important à ce que la personne travaille sur elle-même, mais encore faut-il elle reconnaisse qu'elle a des défis, qu'elle a du travail à faire sur elle-même, qu'elle prenne la responsabilité de faire ce travail-là. Parce qu'on est les premiers responsables de son bonheur, de ses succès, de ses échecs, des gens qui nous entourent. Et lorsqu'on n'est pas responsable d'une situation, d'un deuil, d'un accident, d'une agression, on est quand même responsable de la façon dont on va y réagir. Alors, face à quelqu'un qui a un gros ego et que ça cause des difficultés dans le couple, dans l'amitié, dans la famille, encore, on en revient à notre capacité de communiquer par la communication non violente aussi, ou par la méthode à Guillaume Duluth, les psychomes. Mais c'est de nommer sans jugement, sans critique, que les faits, nommer comment on se sent, nommer nos besoins et faire une demande. Puis là, il y a une distinction à faire entre est-ce que ça serait possible qu'on travaille ça ou tu travailles ça. Dans la communication non violente, les demandes ne sont pas des exigences. Mais j'ai dit en début de vidéo que quand on met nos limites, ce n'est pas une demande, c'est une exigence parce que si on priorise la relation au détriment de notre personne, donc si on ne met pas de limites, si on a des besoins, des valeurs, des règles personnelles, des objectifs, des rêves, mais qu'on ne les protège pas et on ne met pas les limites parce qu'on veut sauver la relation, mais ça fait que la relation est vraiment pas saine parce qu'il y a une personne qui ne se respecte pas. Tu comprends? J'espère que c'est clair cette vidéo-là. Je me sens passionnée, mais c'est super important. Je le montre à mes coachés, l'importance de s'affirmer, de prendre sa place, de mettre ses limites, de protéger ce qui leur est important pour que dans n'importe quelle relation, peut même être une relation professionnelle, ça soit des relations saines. Il y a aussi le volet, le triangle de Karpman, c'est un triangle de Karpman, la victime, le persécuteur, le sauveur. Quand on joue un des 3 rôles, ça fait que nos relations sont pas saines. Donc, pour résumer, lorsque nous, on n'est pas capable de bien communiquer, de mettre nos limites, de mettre des conséquences si les limites ne sont pas respectées, et si nous-mêmes, on n'est même pas capable de se respecter, c'est sûr que dans une relation, c'est problématique. Si on a affaire à quelqu'un qui est pervers narcissique, qui use de stratégies de manipulation, mais juste pour ses intérêts à elle et qui ne tient pas compte des intérêts des autres, c'est problématique. Si quelqu'un qui a un gros ego, qui a besoin de contrôler l'autre, c'est problématique aussi. Si on a quelqu'un qui se déresponsabilise et qui prend la posture de victime dans le couple, dans les relations au travail, dans la vie en général, dans la famille, c'est problématique, c'est pas une relation saine. Même chose si quelqu'un joue le rôle du persécuteur, c'est pas une relation saine. Et il n'y a pas de persécuteur s'il n'y a pas de victime. Il n'y a pas de sauveur s'il n'y a pas quelqu'un qui prend la posture d'elle-même, la victime, ou on la désigne victime et on accepte cette posture-là. Ce que je voulais dire aussi par rapport aux pervers narcissiques, aux manipulateurs, surtout les pervers narcissiques, lorsque ils ont l'emprise sur quelqu'un, c'est qu'ils ont détecté que cette personne-là avait des grands besoins. Donc, il est arrivé avec la promesse, moi, je vais répondre à ces besoins-là, mais en même temps, ce qu'elle ne dit pas, c'est que je vais te contrôler, je vais te manipuler pour mes intérêts à moi.
Donc, quelqu'un qui n'est pas autonome dans la satisfaction de ses propres besoins devient une cible de prédilection pour les manipulateurs et surtout les pervers narcissiques. Alors, j'espère que cette vidéo-là t'a aidé à prendre conscience, à savoir si toi, tu es une personne qui a de la difficulté à mettre tes limites et les conséquences de ça sur ta vie, sur ton bonheur, sur ton bien-être, et que c'est de ta responsabilité, comme je l'ai nommé, on est les premiers responsables de notre bien-être, de travailler sur toi, d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des outils, des compétences, des stratégies, une meilleure communication, une meilleure capacité de communication pour être capable de t'affirmer, prendre ta place, mettre tes limites, te respecter et donc t'aimer. Donc, si tu as des questions, soit tu peux m'écrire en privé, ça me fait vraiment plaisir de te répondre. Écris en commentaire de la vidéo aussi si tu as des questions puis tu es à l'aise que les gens les voient. Puis, si tu as besoin d'aide, c'est important d'y aller. C'est tellement une fausse croyance, limitante, souffrante, qui a tellement fait de dommages que de se montrer vulnérable, c'est preuve de faiblesse. C'est tellement pas ça. Pour moi, quelqu'un qui est capable de mettre un genou à terre, de reconnaître qu'il a atteint ses propres limites de compétences, qui est affecté par des situations, pour moi, quelqu'un qui va chercher de l'aide, c'est quelqu'un qui est fort à l'intérieur. Donc, cette fausse croyance-là qu'on nous a transmise de génération en génération dans la police, il faut être fait fort dans la police, ça a tellement causé de dommages parce que ça nous culpabilise, on a honte d'aller chercher de l'aide, on est gêné, donc on ne le fait pas. On reste avec nos difficultés, toute la douleur intérieure, cette émotion-là, comme je disais, qui s'accumule, puis comme un presto. Si tu ne sais pas c'est quoi un presto, c'est parce que tu es pas mal plus jeune que moi. Nos grands-mères avaient cet outil-là, ce gros chaudron-là qui fermait sa cuisine à la vapeur, mais toute cette pression-là qui s'accumulait, c'est comme les émotions qui s'accumulent à l'intérieur de nous. Et à un moment donné, soit on explose, ou on implose, ou les gens ont recours à l'alcool, à la drogue, la violence conjugale, s'automédicamentent ou essaient de commettre l'irrémédiable, qui n'est pas une solution en soi. Voilà. Puis, une petite confidence. Une des raisons pourquoi j'ai quitté la police, c'est que j'ai trop vu de suicides. Trop vu de tentatives de suicide. Puis, lorsque j'étais enquêteur et j'enquêtais le décès, il fallait que je détermine, mais en fait, je faisais un rapport du coroner, je faisais une enquête pour savoir est-ce que c'est une mort naturelle, accidentelle, volontaire, ou est-ce que c'est criminel par un meurtre. Et la grande majorité du temps, c'était soit c'est naturel ou c'était volontaire. Et quand je devais faire l'annonce à la famille, je me sentais tellement impuissante. Puis je lisais les histoires, je faisais le tour de la famille pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé, pour soutenir ma thèse du suicide, pour le soumettre au coroner qui, lui, allait statuer si oui ou non c'était un suicide. Puis ça m'a tellement affectée. J'étais hyper agréable, sensible. Donc, ça m'a atteint à un moment donné, puis j'ai développé un trouble du stress post-traumatique par rapport à ça. Et c'est une des raisons pourquoi je suis retournée dans la police, quand je suis tombée malade en 2019. Alors, si jamais c'est quelque chose à laquelle tu songes, le suicide, sache que ce n'est... T'as pas... Tu sais, la grande majorité, puis il y a même des études qui ont démontré les quelques personnes qui ont survécu à la chute du Golden Gate en Californie, ils demandaient aux gens qu'est-ce qu'ils pensaient les quelques secondes parce que c'est haut, puis ils regrettaient d'avoir sauté. Donc, c'est pas que les gens veulent mourir, ils veulent juste arrêter de souffrir. Et comment qu'on fait ça? C'est d'en parler, c'est de ne pas s'isoler, c'est d'aller chercher de l'aide. C'est de se sortir de ce milieu, cet environnement-là qui nous rend malade. Comme moi, être dans la police, ça me rendait malade. Donc, je me suis sortie de cet environnement-là. Que ce soit une famille toxique qui nous tire vers le bas, qui ne nous encourage pas, nous soutient pas, nous projette leur peur pour nous empêcher de justement vivre nos rêves, nos projets, de s'épanouir. Que
ce soit en couple avec quelqu'un de toxique, pervers narcissique, manipulateur, qui ne reconnaît pas ses problèmes, c'est à nous de nous sortir de ce milieu-là, d'aller chercher de l'aide pour le faire, pour qu'on se sente solide pour le faire. Fait que voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo-là. Écris-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses. Si tu as besoin d'aide, ben écris-moi en privé, puis on va voir si je peux t'aider. Puis si je peux pas t'aider, mais la plupart du temps, je peux aider le monde, je les réfère à d'autres personnes, mais je suis convaincue que si tu vis de l'anxiété, si tu t'aimes pas, tu n'as pas confiance en toi, tu as des croyances limitantes, que peut-être que tu n'as pas encore conscientisé, mais il y a un mal-être à l'intérieur de toi, il y a de fortes chances que je peux t'aider. Comme je dis, si je ne peux pas t'aider, je vais te référer à des spécialistes. Alors, prends soin de toi, travaille pour être capable de te respecter, de te faire respecter en t'affirmant, en mettant tes limites et en acceptant l'inconfort qui vient avec le fait de peut-être déplaire. Mais c'est pour toi, c'est pour maintenir une relation saine. Parce que si tu ne le fais pas, les gens vont en profiter, ils vont abuser de toi. C'est souvent le sort des hyper agréables. Voilà, voilà. Bye bye.